Commandant Poutot, bonjour. Alors on vous appelle commandant alors que vous êtes préfet. Oui, mais c'est un titre que j'aime bien parce que comme déjà tout jeune j'aimais commander. Alors donc du coup on conserve le titre et puis voilà. Et puis le titre de préfet est un peu plus difficile pour la plupart des gens parce que monsieur le préfet, ça fait commandant, ça fait plus direct. Voilà. Vous êtes plus dans votre style. Alors première question, c'est le chef d'escadron Jean-Hugues Matelli vient d'être viré de la gendarmerie pour s'être exprimé sur les relations entre la police et la gendarmerie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que même si on peut considérer qu'à un moment ou un autre, le devoir de réserve et en particulier l'obligation de réserve s'impose, en l'occurrence il s'agissait plutôt peut-être de l'obligation de réserve selon les personnes qui ont décidé de cette sanction. Je crois que de par le travail qu'il effectuait au CNRS, je crois qu'il avait fait un travail de recherche sur ce rapprochement. Il a porté, à défaut d'un jugement, il a fait une analyse, je pense, d'après ce que j'ai cru comprendre, même si j'ai pas lu le texte, très fine et très argumentée sur ce problème de rapprochement qui, de toute façon, pose un problème de l'utilité de police à terme si effectivement on veut rester dans ce schéma-là, puisque avant l'intérêt d'avoir deux polices, c'était justement d'avoir une complémentarité qui amenait, à travers la différenciation, d'avoir une espèce de solidité de ce type de service. Les remettre ensuite sous le même chapeau pose un véritable problème lequel problème, au niveau de la disponibilité, qui est une des grandes forces de la gendarmerie, va amener des questions du fait que la police nationale est syndicalisée, ce qui n'est pas le cas de la gendarmerie qui est en tant que militaire soumise à la mission telle que les militaires l'ont. Alors, après qu'on ait pu rappeler son obligation de réserve, et je précise le terme, bien que lui ait considéré que son devoir de réserve, il pouvait s'en affranchir du fait qu'il faisait une étude, donc c'était plus le commandant de gendarmerie, j'imagine, mais qui travaillait, mais le chercheur, je trouve ça, je vais faire, surprenant. Et je me bornerai à dire que tout ce qui est excessif est dérisoire, et que la mesure prise est quand même complètement disproportionnée par rapport à ce qu'on pourrait lui reprocher sur ce dont on considère être un affranchissement indu de l'obligation de réserve. Alors pour revenir à votre livre, Christian Poutot, La petite demoiselle et autres affaires d'État, vous nous dites qu'historiquement vous êtes de droite, EDF même, carrément précisez-vous. Pensez-vous avoir subi le syndrome de Stockholm avec François Mitterrand? Alors le syndrome de Stockholm, ça voudrait dire que j'ai pu être tenu prisonnier et qu'à ce moment-là, en tant que victime consentante, je puisse considérer que ce bourreau, avait tout d'un coup des vertus que je ne l'avais pas trouvées auparavant. Non, je pense que on va pas jusque-là. Je n'ai pas été pris en otage. J'ai eu une mission qui m'a été confiée par... Vous y avez été pourtant en traînant des pieds. Pardon? Vous y avez été pourtant en traînant des pieds. Oui, plus que traîner des pieds, puisque refuser un directeur de cabinet trois fois, ça frise l'inconscience peut-être même pour certains. Mon père ayant été résistant et gaulliste de la première heure, également président du comité de salut public en 58, donc ceci explique cela. Mais il se trouve qu'après vous rencontrez les hommes, et entre le tribun que je connaissais, que je ne trouvais pas de mon goût, surtout pendant la période de 68, où j'ai trouvé qu'il y avait peut-être un opportunisme politique qui n'était pas forcément de bon ton par rapport à l'équilibre de l'État qui me semblait essentiel au moment où les institutions chancelaient un peu. Quand ensuite je me suis retrouvé face au président de la République élu par tous les Français, bon, je suis un républicain, donc on me l'a rappelé d'ailleurs, si vous êtes militaire, vous devez obéir, et puis le président Mitterrand, il a été élu par tout le monde, hein, c'est pas un coup d'État, même s'il a pu écrire un bouquin qui pouvait laisser poser des questions sur la manière de la Ve République fonctionnait. En l'occurrence, l'élection du président de la République au suffrage universel m'a amené à découvrir le président de la République, François Mitterrand, qui, je pense, n'avait plus rien à voir avec le tribun. Alors, parlons justement de président de la République. Le mot Sarkozy n'est pas écrit en toutes lettres dans tout votre livre, alors que vous y faites allusion très très souvent. Comment expliquez-vous la chose? Eh bien, parce que
D'abord, il n'était pas là quand il s'agit d'histoires que je raconte. Il n'était pas directement en fonction à un poste qui me permettait d'avoir pu le croiser au niveau professionnel, donc je n'avais pas à le citer. Je ne cite pas à ce moment-là M. Sarkozy en tant que tel, je cite la fonction présidentielle, ce qu'elle implique et la manière dont le régime présidentiel fonctionne actuellement par rapport à ce que j'en ai connu. Voilà, c'est une analyse, pas une analyse, une constatation, ce sont des faits, je le dis à travers des faits. Je note en particulier, ne serait-ce qu'à travers quelque chose qui me tient à cœur, parce que c'est le rôle de l'État normalement de prendre ce genre de problème en compte, et je regrette que ce soit fait, et c'est pas ni la première ni la dernière fois. Donc à ce moment-là, je vais pas non plus moi faire de la stigmatisation. Je dis pas que ça vient juste de ce qui se passe actuellement en politique. Je regrette que la politique ne fasse pas ce que je crois nécessaire pour que l'État remplisse le rôle qui est le sien. Je reviens sur une anecdote de votre livre où vous allez défendre devant un juge le capitaine Baril. Est-ce que à un moment ou un autre, vous ne vous êtes pas senti un petit peu au-dessus des lois ? Pas vraiment au-dessus des lois. J'ai senti qu'à un moment, si les lois, puisque vous faites référence à la forme de menace latente que j'ai faite au juge Goulouk dans son bureau, et j'en parle d'autant plus facilement que je regrette cet excès que j'ai eu à ce moment-là. Mais il me paraissait tellement étonnant que tout d'un coup un garçon comme Paul Baril, qui à ce moment-là ne méritait pas ce traitement, qu'on ne lui ait pas laissé le principe fondamental de notre droit, qui est la présomption d'innocence, simplement pour quelque chose qui me paraissait être une décision de conjoncture, était, selon moi, insupportable. Et ce que j'ai fait, je ne l'aurais pas fait pour moi, je l'ai fait pour lui, je l'ai fait pour un autre. Donc ce courage, ou cette... Vous n'avez pas dit courage, vous aviez raison. Ce côté où je pouvais donner l'impression d'être un peu borderline, en limite de ce qu'il ne faut pas faire, j'étais capable de le faire parce qu'il ne s'agissait pas de moi. Question aussi pour nos lecteurs de l'Ami Hebdo. Avez-vous espionné, écouté téléphoniquement la droite pour des raisons politiques ? Non, jamais. Jamais. Je certifie que moi, je ne l'ai pas fait. Alors, je ne dis pas que d'autres l'ont fait ou pas fait, je suis pas en mesure de le dire, parce que, ne serait-ce que pour vous donner un exemple comparatif, à l'époque, nous avions l'ensemble du système des écoutes administratives était de 1500 lignes. Ces 1500 lignes étaient réparties, selon les services, écoutes administratives sur la périphérie de Paris, c'est la grande ceinture. Donc, ces 1500 lignes, moi j'en avais 20, un contingent de 20. Ce qui, vous en conviendrez, n'était quand même pas le centre d'écoute du monde. Hein. Mais peu importe, j'en ai eu 20, ça a fait 127 personnes d'écouter, je m'en suis expliqué. Par contre, actuellement, il y a 5500 lignes. Avant, nous étions en analogique. C'était avec ce qu'on appelle des bandes et des pédaleurs qui bloquaient les bandes chaque fois qu'ils entendaient un mot-clé. Maintenant, ça passe à environ, pas la vitesse de la lumière, mais presque en numérique, on n'est plus en analogique. Et il suffit d'avoir un mot-clé pour que, comme sur vos CD, pour empêcher qu'il saute, ça puisse prendre le début de la phrase avant et après le mot-clé. Donc on peut écouter sur des tuyaux, on appelle ça des tuyaux, qui correspondaient à la bande passante de 5 kg. C'est l'ancien ingénieur propagation qui vous parle, hein, chez Transmetteur. Donc, qui fait que maintenant, sur 5500 lignes, à mon avis, vous pouvez en écouter en temps réel pratiquement 4 à 5 fois plus. Quoi. Donc, est-ce que c'est plus dangereux maintenant qu'à l'époque où j'y étais ? J'en suis pas persuadé. Vous disiez à un moment, puisque ces écoutes se sont faites, que quelque part vous étiez la seule source de renseignement de François Mitterrand pour lequel vous étiez assez fidèle. Donc, quelque part, est-ce que vous n'avez pas été au-delà de la nécessité de l'exercice, sachant qu'effectivement, il fallait que un chef d'État soit renseigné ? Nous avions, de par un texte qui a été fait juste avant grâce à Gilles Ménage, nous avions en principe, je dis bien, l'intégralité des écoutes qui étaient faites par la cohabitation. Donc on avait le double. Mais moi, personnellement, j'ai arrêté les écoutes un mois avant la cohabitation. Donc moi, je n'ai plus eu de lignes. J'ai eu des lignes, en fait, que pendant 2 ans. Voilà. Alors, peut-être beaucoup pour certains. Dans votre épilogue, vous dites « On n'est jamais innocent ». Pouvez-vous expliquer ? C'est votre dernière phrase. Oui, je pense qu'on n'est jamais innocent. C'est-à-dire que chaque acte que l'on fait vous amène une responsabilité et vous devez en répondre. Et je crois avoir essayé de répondre à cette responsabilité qui était les miennes et aux décisions que j'ai eu à prendre. En sachant que du coup, on devient coupable. Si on n'est pas innocent, c'est qu'on devient coupable. Non, on est coupable après avoir été jugé. Christian Proto, merci. Je vous en prie.